Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, on est de retour donc sur Sud Radio, les entrepreneurs et tiens, tenez, le combat pour rebondir, parce que quand même, il va falloir y travailler, y penser. On va démarrer avec ça tout de suite. Et donc Isabelle Saladin pour démarrer avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Donc deux choses. Vous avez un, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil INS Advisor, c'est quoi? C'est une boîte, bon d'accord, mais... Oui, c'est une entreprise, c'est ma troisième. C'est une entreprise... Et vous-même le rebond. D'operating partners, c'est-à-dire de serial entrepreneurs, de personnes qui ont créé plusieurs entreprises, c'est un concept anglo-saxon, et qui aujourd'hui, une fois qu'ils ont vendu leur actif, ils viennent aider leurs pairs opérationnellement pour les aider dans les virages. Croissance externe, changement de modèle économique, passer les vagues, et donc basé sur l'expérience et le déjà vécu. Operating partner. Exactement. Et donc, on est d'accord, c'est pas du mentorat. Alors, c'est pas du mentorat, c'est pas non plus du conseil. Dieu sait qu'on n'y connaît pas grand-chose et que nous-mêmes avons payé des cabinets de conseil. Oh, non, parce que j'allais dire, c'est pas gentil pour les cabinets de conseil, ce que vous êtes en train de dire. Non, on l'a utilisé dans toutes nos entreprises, en l'occurrence. Ouais. Là, c'est un autre concept qui est basé sur le pragmatisme. Comme les médecins, exactement la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance le plan blanc du business, c'est-à-dire les entrepreneurs qui savent exactement de quoi on parle, c'est-à-dire assumer la responsabilité financière, personnelle, professionnelle, les équipes, des décisions, de chaque stratégie en pleine crise. Qui mieux que celui qui est passé par là pour venir le copiloter et aider ensemble à trouver la solution et à mesurer les résultats. C'est basique, c'est anglo-saxon. Alors moi qui suis très chauvine, c'est quand même assez culotté. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est exactement ça dont on a besoin. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, donc ça fait 4 ans qu'on existe, on ne s'est pas créé aujourd'hui. Et on voit la demande des chefs d'entreprise de PME de plus en plus grande. Parce qu'on ne va pas se mentir, 2021 n'est pas une année très glorieuse au niveau économique. Justement, alors Nicolas Dufourcq, patron de la BPI, était là hier à votre place. Voilà. En fait, on n'en sait rien, quoi. Et c'est là où je pense que votre idée est très intéressante. Je reprends la phrase de Nicolas. On est dans un nuage. Moi, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de mur au bout. Et c'est là où je suis d'accord avec lui. J'ai regardé l'émission, donc c'est rigolo. Super. Il y a une chose où on pourrait discuter avec Nicolas, c'est quand il dit que 80% de l'économie fonctionne. Bon, IBM vient d'annoncer à l'instant 1000 licenciements. Je suis pas vraiment d'accord avec lui. IBM. Non, parce qu'on peut dire les autres et les PME moins connus, je peux pas les citer parce que ça va pas parler au grand public. Mais les carnets de commandes 2021 des PME, si on dit la vérité, sont vides. Le vrai sujet est là. Alors oui, peut-être que ça tourne jusqu'au 31 décembre. Isabelle, ma conviction, alors non mais c'est très bien qu'on parle de ça, ça me permet de marteler le truc que je martèle tous les jours. Ma conviction, celle de Nicolas Dufourcq. Il faut pas oublier ce qui s'est passé sur le 3e trimestre. Le rebond de l'économie française au 3e trimestre, c'est du jamais vu de toute l'histoire de toute l'économie française. On a rebondi, on l'a pas assez dit ça, 3 fois plus fort que les États-Unis d'Amérique au 3e trimestre. Non, ce que je veux vous dire, c'est que là, on a en plus la perspective du vaccin. Et donc ma conviction, c'est que le rebond du début 2021, il sera aussi fort et peut-être même encore plus fort que celui du 3e trimestre. Voilà. Et donc ils vont se remplir vos carnets de commandes. Leur carnet de commandes entre les autres entrepreneurs des rebondisseurs français et des PME qu'on copilote avec les chefs d'entreprise, je vous assure que les carnets de commandes aujourd'hui qui servent à payer les gens, à créer de la valeur. Une entreprise n'est pas là pour avoir des subventions. Et le PGE est un prêt à rembourser, je rappelle, à partir de mars et avril. Parce que les 1 an de décalage, c'est pas le cas encore aujourd'hui, j'en suis témoin. Moi-même, j'ai pas de nouvelles de la banque, donc c'est pas le cas encore aujourd'hui, mais... Qu'importe, c'est à rembourser. Admettons que ce soit anecdotique. Mais non, dites pas ça, Isabelle. Vous avez 1 an de décalage. Enfin, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Sur le terrain, il n'y a toujours pas de retour. Ça, c'est la vérité. Je ne peux pas le dire le contraire. Je ne l'ai pas encore moi-même. Donc, pour vous dire, il n'y a pas de retour pour certains, mais ça doit être... Ah non, mais il n'y a pas de sujet. Oui, il n'y a pas de sujet. Ça doit être les décalages et latence. Les carnets de commandes sont vides. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une blague. Et l'entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires ne crée pas de valeur, donc ne crée pas de richesse à partager. Non, mais ça, il n'y a pas de doute. Donc il faut créer du chiffre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour le 1er trimestre. Et si le chiffre se crée en claquant des doigts, parce qu'il y avait un vaccin, ça serait formidable. Et la seule solution que je connaisse aujourd'hui, c'est l'opérationnel. C'est les mains dans le cambouis. C'est pour ça que je lance un appel à tous les chefs d'entreprise qui sont jeunes retraités, c'est-à-dire qui ont vendu récemment leur entreprise, à venir nous rejoindre, parce que la demande est plus forte que le nombre d'operating partners qu'on a aujourd'hui. Et quand on parle à un chef d'entreprise de PME, il n'y a pas photo. On parle le même langage. On sait exactement ce qu'il est en train de vivre. Son argent, sa vie personnelle, ses équipes qu'il a choisies. Et rien de mieux que l'opérationnel. Et si d'autres pays l'ont fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Et
Alors, vous allez me dire, mais je suis sûr qu'en plus, ils ont envie, là, sans doute, ces gars, jeunes retraités, etc., ils ont envie de participer à une opération de redressement qui va être une opération de redressement unique dans l'histoire. Et venez, c'est exactement le bon moment. Ouais. Quand je vois le nombre de demandes, encore une fois, de chefs d'entreprise en direct, au début, on avait commencé par travailler avec les fonds d'investissement, avec d'autres partenaires indirects, qui sont un petit peu moins aujourd'hui concentrés là-dessus. Et c'est les chefs d'entreprise en direct, de TPE, PME, on va dire, avec des équipes, qui appellent en disant c'est vrai qu'avec un père on peut y arriver, est-ce que vous pouvez m'aider, quelle vision on peut avoir, le plan A, le plan B, comment on embarque les équipes là-dedans alors qu'il y a une partie qui sont au chômage partiel, une partie sur le terrain, une partie en télétravail, parfois c'est compliqué, hein, les trois mêmes choses pour Surtout dans une même entreprise. J'insiste quand même Isabelle, toute la difficulté c'est évidemment, vous avez raison, aujourd'hui il faut abaisser le point mort au maximum, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, faut boucher partout les tuyaux d'où peut sortir la trésorerie, etc. et tout. Et en même temps, quand même, faut avoir une vision prospective. Faut que les commerciaux y soient dans les starting blocks, prêts à démarrer. Avec les nouvelles techniques. Il faut qu'ils connaissent les nouvelles techniques. Parce que les clients ne sont plus au même endroit, parce qu'on ne peut plus les voir, parce qu'on ne sait pas combien de temps. Mais vrai, ça ne doit pas être un frein. Et donc, on doit tous ensemble trouver cette solution. Et donc, cette double vision, c'est très, très compliqué de l'avoir tout seul. Voire impossible. C'est quasi impossible. Parce que le chef d'entreprise aujourd'hui ne peut pas tout faire avec la responsabilité qui lui incombe. Comment ça se passe? Enfin, je veux dire, c'est un business? Oui, il faut l'éteindre, bien sûr. Non, mais voilà, ça veut dire que le chef d'entreprise qui va dire, ok, Isabelle, moi, ça m'intéresse. Comment ça se passe? C'est le chef d'entreprise en activité à qui vous allez offrir, j'en sais rien moi, un panel d'operating partners et il va vous payer à ce moment-là. Avec un fixe et un variable. Avec un fixe et un variable. Parce que le variable, pour nous, c'est l'objectif. On est entrepreneur, on est comme lui, on parle le même langage. Et donc il faut qu'il y ait une espèce de dimension business là. Vous voulez pas que ce soit humanitaire, un truc? Non, parce que le business, par définition, et ça c'est ma culture, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, donc c'est réel. Et en plus, on l'a en France. Et si vous saviez le nombre de subventions qui prend en compte notre intervention. Ça veut dire quoi? Il y a énormément de régions qui mettent en place des subventions pour aider les entreprises dans tel ou tel domaine, stratégie. Donc ça rentre en ligne de compte. Donc c'est-à-dire que réellement, pour avoir un chef d'entreprise... Donc c'est un peu comme les artisans avec ma prime rénov. C'est-à-dire vous allez vous occuper de faire le dossier de subvention de l'entreprise et comme ça vous allez réussir à faire payer votre service sans que le chef d'entreprise... Voilà. Alors là, nous c'est le point auquel il faut s'améliorer. C'est comme on n'est que des entrepreneurs, au niveau administratif, on n'est pas les meilleurs, on va pas se mentir. Mais effectivement, c'est le plan pour le faire même pour les chefs d'entreprise qui beaucoup le font eux-mêmes en vrai, hein, avec leur DAF et autres, parce que bon, ils ont plus l'habitude de le faire. Mais le plus important, c'est le variable, c'est-à-dire qu'on se met un variable sur l'obtention d'un chiffre d'affaires ou d'un EBITDA. C'est très pragmatique en fait. C'est très pragmatique. Oh la vache. Parce qu'on a le même objectif qu'eux, et nous, si on ne nous parle pas de driver et d'objectifs... Et les, comme vous les appelez, les jeunes retraités, ça les intéresse. Enfin, je dirais, ils sont motivés par cette espèce de... Il y a deux choses qui les passionnent. Quand on leur pose la question, parce que quand c'est moi qui réponds, évidemment, je peux inventer, mais la dernière fois, j'étais en rendez-vous avec deux d'entre eux, et la personne leur a posé la question. Parce que ça fait mission freelance à ce moment-là pour eux, quelque part. Ils font partie complètement d'une équipe INS Advisor. Ça n'arrête pas de communiquer, ça échange. Et c'est du réseau. C'est-à-dire que l'un peut mettre en réseau son entreprise avec l'autre, etc. On crée tout un grand réseau. Intellectuellement, c'est passionnant pour un entrepreneur qui vient de revendre son entreprise, qu'il apprend plusieurs secteurs. Il est dans le challenge, il est dans le jeu. Comme ils disent à chaque fois, ils sont dans le match. Voilà, c'est le mot qu'ils répètent à chaque fois. Pas décalé, dedans. Et ils servent à quelque chose. Il y a vraiment des success fees. Donc il y a vraiment un objectif à... Oui, mais alors Isabelle, il y a un truc, enfin pardon, hein, mais il y a juste un petit décalage entre la façon dont vous vendez le truc, en gros, aux armes citoyens, voilà, aux armes chefs d'entreprise, et puis le fait que vous allez faire votre business là-dessus. Ah, c'est pas du tout antinomique. Non, alors, c'est pas antinomique. Je vais vous dire que quand on a lancé le plan blanc hôpital, croyez-moi que les médecins qui sont venus, ils l'ont pas fait bénévolement. Ouais. Pourquoi ils l'ont pas fait aux armes citoyens? C'est exactement la même chose. On peut pas demander à des gens de faire du business bénévolement. Il y a un sujet. Non, mais je comprends. Il y a un sujet. C'est-à-dire que se permettre de dire aux personnes, écoutez, ensemble... Pour que ce soit efficace, en gros, il faut que ce soit un business. On va trouver un modèle ensemble. Mais bon, moi c'est gratuit, donc si vos clients vous payent pas, c'est pas grave. Ouais, il y a toute une logique qui est absolument non, mais je comprends. Non, vous avez raison. Nous sommes que des entrepreneurs. Et pour que ce soit efficace, justement, pour que ce soit opérationnel, pour que tout le monde soit focus sur le truc. Je vais vous avouer quelque chose, quand j'ai commencé ça il y a 4 ans toute seule, avant d'avoir l'équipe des operating partners, je voulais faire ma preuve du marché, après être rentrée aux États-Unis. Je l'ai fait la première fois gratuit. Et ben vous savez que l'engagement du chef d'entreprise n'est pas le même. Bah bien sûr. Non, mais vous avez raison. Et moi-même. Bon, Isabelle, on est au bout. INS Advisor, ou alors les rebondisseurs, hein, qui est aussi une association qui aide l'anticipation et les signaux faibles du rebond. Ouais. Marche à peu près. Isabelle Saladin, donc INS Advisor, un industriel pas comme les autres, je vous assure.
dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Donc on est reparti, les amis, avec Olivier Remoissonnet. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. On va y venir, hein, mais l'idée qu'on se passionne pour les brosses à dents, ça m'a éclaté. Mais alors, c'est au bout d'un parcours. Donc, vous êtes là parce que, enfin, c'est vous qui le dites, hein, je dois dire, je ne l'ai pas vérifié, mais vous dirigez la dernière usine française à détenir le savoir-faire de la fabrication de brosses à dents. Ouais. Et l'ironie du sort, c'est qu'il y a 175 ans, on était la première. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une épopée industrielle avec une quarantaine de brossiers en France qui ont fabriqué des brosses à dents. L'ironie du sort, c'est que la première est aujourd'hui la dernière. À Beauvais, on est à Beauvais, hein, c'est ça. On est à Beauvais, dans l'Oise, qui est le bastion de l'industrie brossière du 19e. Et ça, alors, on va voir, vous avez une vidéo. Je reviens au début. Votre parcours. Vous êtes un amoureux profond de l'industrie. Oui. Passionné. Ouais. Passionné. Et vous avez commencé, on verra après, mais on va la revoir après la vidéo. Et vous avez commencé, j'ai lu ça, sur comme ouvrier, OS. Exactement. Sur les chaînes d'assemblage de la mythique 205, c'est ça? Oui, tout à fait. Pendant les vacances, c'était les jobs d'été, hein, voilà, pour se faire un petit peu d'argent. Et j'ai trouvé cette ambiance, ces odeurs, Enfin, ça a été une vraie révélation et ça ne m'a jamais quitté. Donc tout mon parcours scolaire ensuite m'a amené dans l'industrie inévitablement. Ces machines qui ne s'arrêtent jamais et qui nous dépassent. Ouais. Ouais, j'ai adoré ça. Quand vous voyez des morceaux de pièces métalliques qui rentrent d'un côté et qu'une voiture roule de l'autre côté, c'est... Enfin, moi, j'avais 18 ans à l'époque, c'est une révélation, quoi. C'est une alchimie miraculeuse. Les presses hydrauliques et tout ce qui est... Enfin, il doit y avoir des laminoirs, ouais, exactement. Des machines de 2, 3, 5, 10 tonnes. Ouais, et puis des chaînes qui font 100, 150 mètres de long. Donc c'est... Ouais, je rentre là-dedans à l'époque, c'est une découverte. Vous savez, Jacques Aschenbroich, le patron de Valeo, il était là la semaine dernière. Il nous a donné un chiffre qui va vous faire rêver. 2 milliards de composants rentrent tous les jours dans les usines Valeo. Ouais. Et ressortent en 8 millions de produits. Ça donne le vertige, hein? Tous les jours. Ouais. Incroyable. Tous les jours. Incroyable. Et c'est ça qui vous emporte. Ouais. Et en fait, cette démarche-là m'a amené, on va le découvrir, mais dans la partie industrie de la brosserie. Mais comment vous y êtes? Parce que donc, vous êtes OS, ok, je fais la 205, ensuite je fais mes études, donc ça veut dire quoi? Je deviens ingénieur arts et métiers, CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, avec une démarche en alternance pour avoir un pied dans l'industrie très rapidement. 7 ou 8 ans dans l'industrie automobile chez un fournisseur de premier rang. Et puis ensuite, la volonté d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et je rentre dans l'industrie de la brosserie. Et là, c'est le... Et pourquoi l'industrie? Parce qu'en fait... c'est un vrai hasard au départ. C'était une opportunité de travail. Et du coup, j'ai rencontré l'amour de l'industrie avec l'amour d'un produit qui est une brosse. Et qui fait qu'on a l'impression d'avoir toujours tout raconté sur les brosses, y compris les brosses à dents. Et finalement, on n'est qu'au début du chemin. Mais c'est incroyable, cet objet-là. Alors là, pour le coup, on va le voir. Et ce qui me surprend, c'est que c'est pas ces machines qui nous dépassent. C'est plus proche de l'horlogerie, ce que vous êtes en train de faire. Alors, on regarde ça. Alors, je le décris pour ceux qui nous écoutent à la radio ou qui nous écoutent en podcast. Donc là, on voit les manches. J'imagine c'est des manches en bois, parce qu'on va parler évidemment développement durable. Manches en bois ça, ou des manches en plastique recyclé. Ou des manches en plastique recyclé. Mais alors, derrière, effectivement, ce sont vraiment des outils, mais hyper précis. Ouais. On associe... Qui vont venir piquer, en fait, poil après poil. Exactement. On associe la technologie de l'horlogerie, pour sa précision, avec les cadences du textile et des machines à coudre. Et donc, il faut être très précis, à de très hautes cadences, de manière à pouvoir garnir de filaments une tête de brosse à dents. C'est une démarche productive aussi, hein. C'est-à-dire qu'on est dans du business. Et il faut que, au-delà de l'éthique que l'on a derrière tous nos produits, le modèle soit économique et rentable. Je suis sûr qu'en plus, vous voyez, les gens qui nous regardent, là, ou qui nous écoutent, ils vont aller regarder leur brosse à dents et dire, c'est vrai, je me suis jamais demandé comment est-ce qu'on mettait les poils. Vous les appelez des poils? Les poils, les filaments, oui. Comment est-ce qu'on les mettait dans le bois ou dans le plastique, quoi. Voilà.
C'est pas fondu autour. Non. Ils sont piqués. Il peut y avoir quelques modèles à travers le monde qui sont fondus autour, mais plus de 90% sont des modèles piqués. Et donc, on vient implanter les filaments. Et c'est à travers cette technologie qu'on sait surtout exprimer un savoir-faire pour qu'une brosse à dents, on sache faire varier les filaments, les hauteurs à laquelle on les coupe, de manière à avoir une efficacité dans le brossage. Une brosse à dents, avant même qu'elle soit devenue un outil éco-citoyen ou made in France, elle doit apporter le brossage et la qualité de brossage. Et nous, nos 175 ans de savoir-faire, c'est la première chose qu'ils expriment. On n'a pas attendu avant de savoir faire une tête de brosse à dents pour qu'elle soit efficace. Et donc, comment ça se travaille, ça? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des dentistes? Parce que alors, pour le coup, la marque, il y a une marque commerciale qui travaille. Une marque commerciale, c'est Bioseptile. Voilà, Bioseptile. Donc on pense aux pubs quand même, on voit l'espèce de faux dentiste là avec sa blouse blanche. On n'est pas sur ce créneau-là. On n'est pas sur ce créneau-là parce qu'en fait nos valeurs sont des valeurs de transparence derrière. Mais non, mais c'est quoi ce créneau? Moi je l'aime bien ce créneau, c'est le créneau de la vente, de la pub, de la croissance. Tout va bien. Je le renie pas. Ah, je le renie pas. Je dis simplement que on a face à nous des multinationales. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il y a Bioseptile et il y a des multinationales. Et donc pour pouvoir s'exprimer, Bioseptile, c'est l'efficacité dans la conception des produits, mais c'est aussi 100% de produits qui sont issus de démarches éco-citoyennes. Et c'est aussi une vraie démarche pour arriver à faire des produits made in France sur des objets. On est dans la catégorie des objets de grande consommation, les PGC. Et donc, on est rabattu sur une productivité des prix qui fait que soit on est dans le prix de marché, soit on est dehors. Et donc, notre objectif, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est français qu'on va être plus cher. 3,50 € à 4,50 € la brosse, on est largement dans le prix de marché. Avec des vertus éco-citoyennes, 100% en plastique recyclé, des filaments base végétale, du bois issu de forêts éco-gérées en France. Tout ça fait une alchimie où, à un prix qui reste le prix de marché, on arrive à faire des produits qui sont made in France et éco-citoyens. C'est ça la démarche de la reprise d'activité il y a 8 ans, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait cette entreprise allait disparaître il y a 8 ans. Donc cette entreprise allait disparaître il y a 8 ans, tout était parti en Chine. Il y avait eu une grosse vague de délocalisation par le précédent propriétaire, contraint par une démarche de prix avec un modèle économique lié essentiellement à la grande distribution. Cet enchaînement, on le connaît, hein, il n'est pas neuf. Simplement, sous cette pression-là, une grosse démarche de délocalisation. Oui, non, attends, Olivier, parce qu'à chaque fois, cet enchaînement-là, il fait aussi que tout le monde peut se payer une brosse à dents et qu'on peut changer régulièrement de brosse à dents. Et enfin, la bataille du prix, elle n'est pas forcément, et la preuve, puisque tu es en train de la gagner, c'est pas la bataille du prix, c'est la bataille de la marge avec la grande distribution. Et le producteur qui a plus de quoi vivre avec son produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'il marchait plus fort sur les brosses à dents que sur l'alimentaire, des choses comme ça. Oui, c'est un outil de communication. Ouais. Et donc, quand on dit qu'une brosse à dents est encore aujourd'hui avec un prix de marché entre 3,50 € et 4,50 €, nous, on arrive à vivre à ce prix-là, alors que le modèle économique précédent était par terre. Et donc, la démarche, c'est de se dire, forcément, ça coûte plus cher à faire en France, inévitablement. Mais par contre, on a d'autres valeurs derrière et on a resserré nos prix sur d'autres sujets de manière à rester compétitif. Alors, ça coûte plus cher, pourquoi? Donc on voit là une très forte mécanisation quand même et une très forte robotisation. Oui, très forte automatisation. Très forte automatisation parce que les cadences permettent d'avoir la quote-part de la main-d'œuvre qui va permettre d'avoir un outil qui va être mis sur le marché, une brosse à dents, à un prix compétitif. Alors, je me trompe pas, l'usine donc était en liquidation décembre 2012. Oui. Et vous, parce que vous êtes 3, je crois, associés. Avec mon associé Olivier Voisin. Voilà, vous êtes 2 associés dans cette histoire. Associés dans cette histoire. Et vous avez pu reprendre la moitié des ouvriers qui étaient sur le truc là. La moitié des ouvriers, préserver le savoir-faire. Et faire un. Mais alors c'est quoi le savoir-faire? Alors justement, c'est quoi le savoir-faire dans la mesure où on voit cette mécanisation et cette automatisation Concevoir la tête de la brosse, avoir une maintenabilité de l'outil de production, l'entretenir et savoir investir. Là, c'était notre joie d'il y a quelques semaines. La première machine de brosse à dents neuve qui est arrivée sur le territoire, ça fait près de 20 ans qu'une nouvelle machine de brosse à dents n'était pas rentrée sur le territoire. La première machine de brosse à dents depuis 20 ans est arrivée la semaine dernière à l'usine. C'est-à-dire que notre métier, c'est faire des brosses à dents, c'est entretenir un savoir-faire, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. Et puis, c'est le plaisir au quotidien de travailler avec des équipes qui détiennent ce savoir-faire. Moi, je suis le porte-drapeau. Je suis là devant toi et puis on discute. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a 30 personnes à l'usine qui détiennent ce savoir-faire, qui sont engagées au quotidien dans cette bataille. On est toujours en train de se repositionner, de se remettre en question pour faire en sorte que... Un exemple. Depuis maintenant 3 ans, on voit des brosses à dents en bambou arriver massivement sur le marché. Et on dit, on ne va pas laisser ce truc-là faire là. Des brosses à dents en bambou aux vertus éco-citoyennes qui font 10 000 km pour venir dans sa salle de bain.
un contresens écologique. Total. Et on dit, on va aller chercher une filière de bois français. Et pour aller chercher cette filière de bois français... C'est celle que j'ai là devant moi, là ? C'est celle que j'ai là. Celle-ci, elle est en bioplastique, on pourrait y revenir après. On dit, on va aller chercher du bois qui a été déclassé dans nos scieries. C'est du hêtre rouge. Le hêtre rouge, il a la particularité, quand il est légèrement plus coloré, il est déclassé et on garde que le hêtre blanc pour l'ameublement. Et nous, on a dit, c'est une filière qui ne sait pas quoi faire de cette activité. On va aller récupérer ce hêtre rouge et on va en faire des brosses à dents. Et aujourd'hui, on positionne des brosses à dents au même prix que les brosses à dents en bambou avec une filière de bois français. Après, la difficulté, là tu me l'expliques, la difficulté c'est de le faire savoir sur un packaging le plus simple possible, voilà. De faire savoir, arrêtez d'acheter du bambou, c'est absurde, voilà. Et prenez du bois déclassé des forêts françaises. On engage sur le bon sens de tout le monde. Ouais. Que et alors non, parce que tu es vendu pas en grande surface justement, c'est ce que j'ai vu. Quasiment plus en grande surface. C'est les pharmaciens. On est vendu, notre premier réseau c'est les réseaux bio, qui nous ont fait confiance il y a plus de 5 ans. Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Et qui n'avaient pas forcément vocation à vendre des produits comme les brosses à dents au départ et qui ont trouvé leur chemin et on les a accompagnés dans cette démarche-là. Donc on a un peu plus de 1600 points de vente qui nous accompagnent en bio en France, à travers les plus grandes enseignes nationales. On est vendu aussi en pharmacie et on est vendu, c'est ce qui fait aussi notre renommée dans les foyers, à travers notre site bioseptile.fr. On fait des abonnements et les clients qui sont satisfaits de leur brosse à dents peuvent basculer en abonnement. Ça répond à une question, depuis quand la brosse à dents est dans le gobelet ? Et souvent, on a oublié trop longtemps. C'est sa brosse à dents. Bien sûr. On apporte ce service qui est de dire... il est effrayant, je crois, le chiffre, quoi. C'est la moyenne des Français. 5 mois et demi. 5 mois et demi, la durée de vie d'une brosse à dents en moyenne dans son gobelet. Or, il faut la changer tous les combien de temps ? 2 à 3 mois maximum. Et nous, on n'est pas là pour... Et les poils de la brosse, ils sont faits en... Ils sont en quoi ? Parce que là, on est sur des filaments, nouvelle génération, bioplastiques. Et ce sont des filaments... Ça veut dire quoi, bioplastique ? Mais il nous reste une minute, mon 70% de la composition du filament est à base de végétaux. L'objectif, c'est toujours de réduire la part pétrole partout où on le peut. Et tu arriveras à 100% un jour ? Oui. Ouais. Ah ouais, déterminé. Ah oui. La technologie et pareil pour le manche. Le manche, 100% plastique recyclé, 100% bois de forêt française, ou alors des bioplastiques qui consomment des déchets d'autres industries. Incroyable. C'est incroyable cette passion, ce combat, c'est incroyable. Ouais. On est 30 avec la même énergie. Là, voilà, c'est tout le monde a décidé sur le élément. Ça veut dire pourquoi est-ce que ça veut dire si toi tu y arrives? Ça veut dire que quand même tout ce qu'on nous raconte sur la désindustrialisation, la fatalité de la désindustrialisation, la nécessité de ceci, cela, Pierre-Paul Jacques, non, il y a une passion de dingue. Alors oui, il y a sans doute du soutien régional, il y a des choses comme ça. Il y a du soutien, il y a de l'accompagnement, il y a surtout une vision, et c'est surtout de ne pas attendre que les boîtes soient au tribunal pour leur trouver une nouvelle vertu et une nouvelle orientation stratégique. Ce qui est important, c'est de se dire, si on change de modèle, pour les boîtes qui n'ont pas su prendre ces virages-là au niveau de la mondialisation, si on change de modèle, on sait trouver sa voie. Et ne pas perdre ce que tu dis, ce savoir-faire, voilà, je savais pas. Un mot, quand on fait des brosses à dents, on fait que des brosses à dents. Tu peux pas faire, j'en sais rien, des brosses à cirage, on fait des brosses à cheveux, des brosses de maquillage. Voilà. Ouais, notre activité à 70% ou 80%, c'est les brosses à dents. Mais c'est aussi le terreau qui nous a permis de relancer l'activité il y a 8 ans. Et ensuite, on a engagé les brosses à cheveux et on engage encore bien d'autres produits. Bon, les amis, merci Olivier. Merci Steph. Merci infiniment. La brosserie française, donc. Bioseptile. Voilà. Faisons un peu de pub. Bioseptile. Avec nous sur Bismart. Allez, on termine avec de la macro. On va retourner en visio d'ailleurs. Et entretien, vous allez juste l'entendre d'une phrase enregistrée au moment où il y avait un petit doute sur la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. C'est parti. Olivier Remoissonnet, donc. Alors, la brosserie française, mais Bioseptile, voilà, sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures d'entrepreneurs. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.